le Ghana, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème d'organisation à ce niveau-là. Et aussi la sélection. Nous avons proposé autrefois qu'il y ait des sélections provinciales. Qu'on commence à faire des sélections provinciales. On organise une Coupe du Congo, dotée d'une cagnotte du gouvernement. Ces sélections provinciales, après avoir joué, la sélection qui va gagner remporte le titre. Mais ça permet aux sélectionnaires de sélectionner maintenant dans les sélections provinciales, afin d'avoir une sélection nationale. Le Nigeria nous a donné aujourd'hui des leçons. Il semble qu'il n'y a que moins de 4 joueurs qui jouent à l'étranger. Tous sont des joueurs locaux. Alors pourquoi nous ne pouvons pas arriver aussi à ce stade? Parce que nous avons de meilleurs et beaucoup. Voilà un peu la petite conclusion. C'est le souhait d'organiser des responsables. Le ministre est déjà responsabilisé par la loi. Et de les rappeler qu'ils ne puissent pas subir le dictat ou des influences de certaines fédérations qui savent dribbler avec la loi. Parce que la loi sportive est là. Si le ministre n'arrive pas à appliquer la loi sportive, c'est là où il y a les problèmes. C'est lui le patron de sport. Le ministre, quand il dit écoutez fédération, écoutez ligue, on ne peut que suivre. Voilà ma petite conclusion. Merci. Et puis nous devons rappeler à tous les téléspectateurs que cette loi sportive-là est l'œuvre d'un sportif, d'un ancien joueur de football, Eugène Kabongo Ngoy. C'est lui qui a conçu cette loi-là, qui est aujourd'hui mise à la disposition de la nation par l'Assemblée nationale. Cette loi a été promulguée par le chef de l'État. Il faut qu'on l'applique. Prochainement, on parlera de cette loi en l'amenant ici, parce que les gens peut-être n'ont pas encore vu. Nous allons commencer à lire certains articles par rapport à ce qui est dit là-dedans. Merci. Nous allons parler agriculture, mais aussi nous invitons, dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, nous invitons le Congolais à avoir la culture de respect, de recommandations, issues des évaluations et consorts. Nous respectons les recommandations et on va changer beaucoup de choses. Alors, Norbert Yamba, l'agriculture et le développement, la République démocratique du Congo s'engage depuis un temps à travailler la terre pour apporter l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est là aussi pourra déclencher de vent et de mouvement de développement. Vous, en tant qu'expert, quelle peut être votre lecture et comment voyez-vous la concrétisation de cette opération que le gouvernement a commencé depuis un temps? Merci. Merci pour l'opportunité. Merci pour la pertinence de la question. En fait, on a beaucoup entendu l'autosuffisance alimentaire, qui est une politique assez importante si effectivement on veut relever le défi de la pauvreté, surtout que l'agriculture égorge aujourd'hui plus de 75% de notre peuple qui habite le monde rural, encore que même au niveau des milieux urbains, il y a une agriculture urbaine qui constitue véritablement la source de vie de la population périphérique. Nous avons des pépinières par-ci par-là. Partout, etc. Et donc, l'agriculture est très importante et il faut saluer le gouvernement de la République. Il n'y a pas que ce gouvernement, il y a Mobutu à l'époque, déjà en 1966, le système de retroussons le mâche, etc. Mais lorsqu'on regarde ce qui a été proclamé en 1966, lorsqu'on regarde ce qui s'est dit aujourd'hui, il faut différencier deux choses. Il y a ce qu'on appelle la pratique idéologique, qui visiblement est une volonté déclarée de faire l'agriculture la base d'autosuffisance, et la pratique politique. Jusqu'aujourd'hui, sincèrement, que ce soit hier avec le régime précédent, que ce soit aujourd'hui avec le régime en cours, l'agriculture est restée une préoccupation déclaratoire. Déclaratoire simplement parce que personne ne peut nous dire aujourd'hui à quelle proportion, naturellement, on a résorbé le chômage agricole. Vous savez. Et encore que l'agriculture exige beaucoup de moyens. Dans beaucoup de pays, un tiers du budget est affecté dans le domaine agricole. Et puis l'agriculture n'est pas seulement remettre les houes ou circuler avec un tracteur. C'est pas ça, il y a toute une politique. Et la politique agricole est fondée sur 7 composantes. La première composante, c'est le budget. Lorsque on veut véritablement promotionner l'agriculture, il faut un budget conséquent. Vous savez que déjà en 1960, nous avions 44% de recettes d'exportation en devises, qui est l'année de l'agriculture. Il y avait à peu près 169 sociétés agricoles très rationnelles. Il faut voir le machin comment ça a été inondé. Aujourd'hui, nous ne comptons pas plus de 10 sociétés. Encore quelles sociétés? Ce sont des sociétés étrangères et qui visiblement ont des intérêts d'exportation. Et il faut un budget conséquent. Le budget n'a jamais dépassé 2%. On a connu des budgets de 0,02
Aujourd'hui, on n'est pas allé un peu plus loin. Quelqu'un vous dira qu'on a remis 26 millions de dollars. Ça, c'est évident, 26 millions de dollars. Qu'est-ce que cela représente lorsqu'on a un potentiel de plus de 60 millions qui vivent de cette perspective? Ça ne représente encore rien. Mais bon, c'est un pont, c'est un premier pas. Il faut savoir saluer, ça c'est évident, encore que ça devienne une préoccupation. Deuxième chose, le foncier. Lorsque vous prenez la route Kinshasa jusqu'à Maluku, jusqu'à Bandundu, vous verrez des espaces vierges. Mais ces espaces, Serge, sont occupés. Il y a des personnes, des nantis, ce qu'on appelle naturellement les nouveaux bourgeois, effectivement, qui véritablement font la spéculation en ayant ces terrains-là. Et pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de terres pour cultiver. Ben écoute, qui n'ont pas accès simplement parce qu'il y a des gens qui visiblement ont pris ça. Et toute une politique foncière, il faut qu'il y ait des réformes qui permettent naturellement à céder des terres à ceux qui visiblement en ont besoin. Et troisième chose, c'est le crédit agricole. Tout le monde connaît en face de l'hôtel de ville. La banque de crédit agricole qui a été créée dans les années 80. Encore que moi-même, j'ai fait une étude déjà au début des années 90. Mais qui n'a pas fait long feu. Bien entendu, 1,3% qui a été alloué aux paysans. Le reste, ce sont les membres du bureau politique, j'allais dire, la nomenclature en politique, c'est évident, qui prenaient les crédits et qui bouffaient sans pour autant déclencher un mouvement. On a vu des députés prendre des tracteurs, etc., en faire des musées. C'est pas très différent aujourd'hui, parce que lorsque vous êtes en province, vous trouvez des tracteurs dans les concessions, dans les parcelles de gouverneurs, de maires, de bourgmestres, etc. Donc, on n'est pas très loin par rapport à cette préoccupation. Et là, le crédit est très important. Mobutu avait créé la SOFIDE, il a créé la banque de crédit, même si ça n'a pas fait long fait, mais au moins, ça a posé le premier jalon et le premier pas toujours été le plus long. Je voudrais, pour terminer, la formation. Qui s'occupe de la formation aujourd'hui? La formation agricole. Hier, c'était le centre de vulgarisation agricole. Ça n'existe pas. Ce centre a permis naturellement de vulgariser les techniques agricoles modernes. Tout ce que nous avons comme productivité à travers le monde, la révolution verte, toute l'agriculture innovatrice. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture écologiquement responsable. Mais écoute, ce n'est même pas une dynamique à l'intérieur, par exemple, du secteur agricole. Il y a aussi les prix. Les marchés rémunérateurs. Quand vous arrivez à l'intérieur, nous qui avons la chance de temps en temps de fréquenter les villages, etc., les gens ne veulent même plus produire. Ils vont vendre où? Qui va acheter? Quel est le niveau de commercialisation? Alors le transport, heureusement qu'à Kinshasa, on voit quand même un élan de reconstruction des routes, etc. Mais je vous dis que nous avons 88 000 km de routes de desserte agricole qui, du reste, sont inopérationnelles. On a réparé simplement 2 000 km. Avec le concours, naturellement, des partenaires de développement, etc. Et donc, on a un potentiel de plus de 145 000 kilomètres pour donner la possibilité à l'évacuation, à la commercialisation. Et il n'y a pas que ça. Les centres de recherche. Il faut aller. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a connu des problèmes sur le plan politique, etc. Et ils ne vivent que de l'agriculture. Ils ont le café, ils ont le cacao, etc. Mais c'est venu d'où, mon cher ami? C'est venu de Yangambi. Yangambi, c'est Kisangani, à 90 km de Kisangani. Mais l'université a même quitté Yangambi. Même les palmiers. Les palmiers, on a délocalisé, je vous assure. Mais il faut aller voir. Mais c'est toute une cité moderne, complètement détruite. Alors, lorsqu'on veut véritablement promotionner l'agriculture, on a besoin pratiquement de toucher à ces accélérateurs pour que finalement on avance. Vous voyez, on parlait de la stabilisation des prix. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une tendance, mais regardez des territoires comme Bumba qui ont produit le riz. Je vous prends le Sankourou au grenier du riz, etc. Mais écoute, aujourd'hui, plus personne ne travaille dans cette perspective parce que les agronomes sont devenus véritablement des casse-têtes parce qu'ils ne sont pas payés. Oui. Et alors maintenant, ils deviennent véritablement des mercenaires vis-à-vis. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, avec les perturbations climatiques, il faut y mettre un peu plus d'intelligence. Aujourd'hui, nous sommes pendant la petite saison sèche, mais maintenant, il continue à pleuvoir. On est venu en retard à cause de ça. Oui, et alors maintenant, lorsque on croit que l'agriculture se fait de manière hasardeuse,
On n'y met même pas une planification comme j'ai entendu les gens dire ici, on n'y met même pas un peu plus d'intelligence et on croit qu'on va distribuer les houes, on va distribuer, on rassemble sous forme folklorique les maraîchers, je ne sais pas où, etc. Et on montre les tracteurs, quelqu'un en train d'essayer le tracteur. Non, mais c'est pas ça. Encore que le tracteur, la mécanisation agricole, attention, la mécanisation agricole est très indispensable. Mais quelle mécanisation agricole? Avec quel profil de paysans? Avec quelle capacité financière pour véritablement avoir la bourse pour élever le défi. Ça, c'est un problème. Vous allez, par exemple, je termine, vous allez, par exemple, à l'Équateur, dans la sous-région, dans les districts de la Chuapa. Eh bien, mon cher ami, il n'y a que la forêt. Il n'y a que la forêt, Vous allez faire les tracteurs, vous allez utiliser comment? Ces tracteurs ici. Et qui sont fondamentalement, on connaît comment ces tracteurs sont fondés. Donc, c'est ça, en fait. Lorsqu'on dit, on a 2000 tracteurs. Ah ben non, j'aurais voulu qu'on fasse l'évaluation. Non, si on est resté dans la complaisance, si on est resté dans le folklore, si on est resté dans une sorte que pour que les gens disent, nous avons fait, alors là, on n'aura pas relevé le défi. Merci beaucoup, M. Norbert Yamaema. On a senti vraiment les propos d'un spécialiste. Je suis obligé de vous interpeller, M. le conseiller Albert Dieka, parce que là également, la nouvelle citoyenneté doit intervenir. Comme nous le savons tous, l'agriculture a été à maintes reprises proclamée priorité des priorités dans notre pays, mais rien concrètement n'a été fait pour qu'on sente que c'est vraiment une priorité. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que nous puissions changer de mentalité? Parce que grâce à l'agriculture, nous pouvons développer notre pays. Il y a de grandes nations dans le monde qui se sont développées grâce à l'agriculture. Nous avons tout. Nous avons des terres fertiles, nous avons des ressources humaines, nous avons tout ce qui peut nous... tout ce qui peut faire que nous puissions développer notre agriculture. Mais pourquoi ça tarde? Oui, le ministère de l'insertion à la nouvelle citoyenneté ne va pas se transformer en un tracteur. Nous, notre approche est tout à fait pédagogique. nous sommes en train de beaucoup focaliser notre attention sur l'homme, parce que le facteur le plus important dans tout cela, c'est l'homme. Si les réformes sont prises, si les discours sont annoncés, si ceci, si c'est cela... Ah, écoutez, mon grand frère Yamba Yamba, un homme qui a toujours la capacité d'emballer parce qu'il a beaucoup de technicité. Je veux d'abord vous donner un exemple pour tenter de résoudre ce problème. Parce que la République démocratique du Congo, l'État congolais a été profondément détruit, que la population a besoin maintenant de résultats immédiats. Alors que nous devons aller à petit. Vous voyez, il parle que c'est un problème de gros sous, de gros moyens. Encore faudrait-il que nous puissions produire. Mais regardez, nous sommes allés à Lubumbashi dans le cadre de la conférence que le chef de l'État a organisée. J'ai trouvé quelque chose qui peut servir même d'exemple aux autres structures, surtout à l'université. L'UNILO, en partenariat privé avec les Chinois, ils ont toute une ferme. Et cette ferme-là a la capacité aujourd'hui de distribuer la semence améliorée dans toute la province du Katanga. Ils sont en train de faire des expériences sur la production animale, sur la production végétale, et ainsi de suite. Voyez, à ce moment-là, l'université, l'UNILO, est en train de devenir un facteur de développement, mais à travers l'agriculture. Peut-être aussi, toutes nos universités ne savent pas qu'ils peuvent impulser leur développement. Nous devons aussi savoir que tout ce que nous sommes en train de gagner, ou tout ce que nous pouvons gagner par cette culture, cette mauvaise culture des minéraux, mais nous allons les dépenser pour acheter les produits agricoles. Aujourd'hui, si vous partez du côté de Goma ou même à Lubumbashi, ils sont totalement dépendants de la Zambie, totalement dépendants d'autres pays voisins. Donc, on crée la sécheresse sur nous, par nous-mêmes, en nous recrutant. Nous-mêmes, nous sommes en train de venir, nous croyons que pour produire, il faut seulement les minéraux. Même là où il y a des possibilités de produire, pour la consommation locale, j'ai été à Kolwezi par exemple, mais quelqu'un qui arriverait aujourd'hui avec un sac de foufou ou bien un sac de maïs à Kolwezi gagnerait beaucoup plus d'argent que celui qui est dans le minerai. Donc ce sont des préoccupations majeures aujourd'hui. Ce sont de gros moyens voulus. Ceux qui nous disaient aussi, ici, par certaines oppositions, que voilà, on ne va pas manger les routes. Un expert venait de démontrer qu'encore faudrait-il ouvrir les routes de cette agricole parce que les gens refusent, la population refuse de travailler parce que même s'ils produisent, mais où est-ce qu'ils vont aller leurs produits? Donc il faut qu'il y ait des voies d'évacuation. S'il n'y a pas de route, il n'y aura pas de l'agriculture, sincèrement, le fait qu'elle est constamment déclarée priorité de priorité est une priorité, mais c'est l'approche. Souvent, les Congolais croient qu'il faut du minerai, qu'il faut du diamant, qu'il faut de l'argent liquide, qu'il faut du cash.
Oui, vous savez, chacun est spécialiste dans son domaine. Et il est important aujourd'hui que nous puissions de temps en temps... Mais nous sommes quand même tous observateurs de notre société. Je voudrais évoluer, dire qu'il est important que nous puissions de temps en temps amener des études et des réflexions pour l'intérêt de la patrie, même si on n'est pas vraiment dans la gestion directe depuis tout le temps que j'ai connu mon frère Norbert Nyawayamba. Je crois que c'est sa spécialité de la société civile d'Amba et de son grand souci qu'il a toujours en ce qui concerne l'agriculture. Mais moi je me dis, on a quand même tenté. On a quand même tenté dans ces pays depuis toujours la problématique de l'agriculture et surtout toutes les misères du monde. Vous voyez ce qui se passe à travers le monde, c'est toujours les ventres. C'est quelqu'un qui ne sait pas manger, quelqu'un qui n'a pas d'abord, ne fût-ce que la petite nourriture, ça pose toujours des problèmes sur la réflexion. C'est pour cela que je dis, il y a eu une tentative avec Mzee, si en ce qui concerne le service national, parce que dans notre pays, compter seulement sur les privés, je crois que ça va poser des problèmes. Il y a des spécialistes, il y a des agronomes, il y a des gens qui maîtrisent comme des Yamba Yamba, mais ils sont nombre de combien sur les 70 millions d'habitants? C'est-à-dire que ce sont des bibliothèques à consulter dans ces domaines, comme experts, consultants, s'ils ne peuvent pas gérer directement ce genre de secteur, mais être des consultants pour l'avancement de la République. Pourquoi pas gérer? Parce qu'il y a des réalités, il y a des réalités qu'on ne peut pas dire sur le plateau, des réalités politiques par rapport aux appartenances de Yamba Yamba. Mais ce sont des réalités connues. Il est acteur de développement. Bon, c'est bien, mais je ne voudrais pas poser la question sur ces différentes tendances. Mais je dis seulement que c'est un consultant de la République qui doit être... on en a besoin. On voit plus d'autres organismes internationaux pour le développement, l'agriculture. En tant qu'expert congolais, on doit apporter notre matière pour l'avancement de la République. Mais il est important que nous ne puissions pas oublier cette politique de service national. Aujourd'hui, on parle du chômage, on parle des Koulouna, on parle de tous ces enfants abandonnés. Et pourtant, on peut faire beaucoup de choses à travers le pouvoir public. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les gouverneurs avec une instruction ferme, tous les maires des villes, tous les administrateurs des territoires, tous les bourgmestres, que chacun fasse quelque chose pour comprendre que non, le premier réflexe, c'est d'abord se les manger. La politique du service national, aujourd'hui, il faut relancer. Il faut relancer parce que partir seulement des théories et responsabiliser des privés. Nous avons vu des résultats au Zimbabwe avec des Blancs qui